Est-ce que tu pourrais nous dire comment est né l'architecte Abdel Merham? L'architecte Abdel Merham est arrivé à l'architecture complètement par hasard. Enfin, pas tout à fait. J'avais fait le lycée technique. Mais en sortant du lycée technique, la seule question que je m'étais posée, c'est comment aller vers une profession libérale, parce que je me voyais mal terminer ma vie dans une administration. Et dans l'éventail des professions qui s'offraient à moi, il y avait médecine, lycée technique, la médecine, ingénieur, génie civil. D'ailleurs, le métier d'ingénieur était plus connu que celui d'architecte. Mais je ne me voyais pas faire des maths toute ma vie. Par élimination, architecture. Et quand j'ai débarqué à l'EPO, j'ai trouvé cette petite école qui n'avait pas encore de clôture, une espèce de petit endroit paisible, et que j'ai rencontré Abdelwahab Zakar, qui m'a dit « Bienvenue, tu as fait le bon choix », c'est comme ça que je suis arrivé à l'architecture. Mais les deux grands moments qui ont jalonné ma vie à l'EPO, ça a été la rencontre avec Hamouche, prof d'histoire d'architecture, quand un jour il nous a raconté que la place Saint-Pierre, en fait, c'était une ellipse. Et que finalement le passage de la forme circulaire ou la forme carrée à l'ellipse n'était pas un geste strictement formel, mais il exprimait à l'époque une crise que traversait l'Église. Et c'est là où ça a fait tilt dans ma tête, dans le sens où l'architecture n'était pas construire des murs, n'était pas uniquement fabriquer des programmes, mais sous-tendait une pensée philosophique, à la limite, elle sous-tendait une espèce de rapport à Dieu. Et c'est là où j'ai compris que c'était le métier que je voulais faire, parce qu'il y avait une espèce de dimension métaphysique qui était liée à l'architecture et qui donnait un sens très profond à ce métier-là par rapport à d'autres métiers qui étaient strictement techniques. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'architecture, et après il y a eu ma rencontre avec Jean-Jacques Delus, qui m'a enseigné en 4e et en 5e année. À l'époque, il y avait un grand discours sur la ville 19e qui était porté par Habib Gouafel, par Getty, par un travail sur la ville médiévale qui était porté par Qassim Haroun. Et Delus s'est installé un peu en marge en essayant de proposer ou de libérer la pensée sur la ville. Et on avait travaillé à l'époque sur la place des Martyrs. Et on avait posé un dispositif, j'avais réfléchi sur un dispositif très tard qui consistait ici, nous avons la place des Martyrs, la Casbah, Dar el-Hamra. On avait proposé de reconstituer en fait, comment relier le tissu de la Casbah au tissu de la ville moderne? Est-ce qu'il fallait faire descendre la logique de la Casbah ou faire monter la logique de la ville moderne? Le dispositif qu'on avait trouvé, c'était installer en fait un dispositif un peu plus complexe qui consistait, à retrouver une logique de la ville coloniale, c'est-à-dire reprendre une logique de la ville coloniale en remettant l'immeuble de la Régence, et surtout poser une troisième trame qui était constituée de points et qui pouvait être un élément de jonction entre le tissu de la ville moderne, le tissu médiéval, donc la Casbah qui, et on pouvait avoir sur une ligne constante des espèces de marqueurs
qui assurait, mais c'était un exercice pédagogique, la liaison entre les deux. Et je me rappelle quand j'avais affiché ça avec Deleuze, ce qui l'intéressait, ce n'était pas la solution technique en elle-même, mais c'était cette idée que le territoire, que l'architecture et le territoire pouvaient avoir des espèces de relations métaphysiques. Et on était parti sur une discussion de ses voyages en Inde, où il me racontait ce type de marquage qui existait dans le territoire, qu'on peut aussi retrouver sur les territoires Adna à l'ouest, Adna les marabouts, les machins qui définissent des espèces de marquages du territoire. Et j'avais terminé ma formation d'architecte sur cette idée, de la liberté, de l'architecture comme étant porteuse de sens, et qu'on faisait un métier qui était un peu plus compliqué que celui de dessiner des murs. Pour ton premier projet, la CNAP Sétif, tu dis que tu as trouvé tes références en même temps chez Siriani et chez Richard Meyer. Comment tu fais la synthèse des deux? Le premier projet de Sétif, c'était en 1993, et le programme comprenait le siège, l'agence et un immeuble à louer. En fait, le programme stipulait qu'il fallait poser une tour. Pourquoi une tour? Parce que quand on voit un petit peu où se trouve le projet, ça c'est l'avenue de la Hélène, ici c'est l'espèce de lac de Sétif. Actuellement là on a le parc Moll, l'ancienne wilaya, et le projet se trouvait ici. Ici nous avons la vieille ville coloniale. Topographiquement parlant, le projet se trouve un petit peu, le parc qui monte un peu, et l'avenue de la Hélène, et on était là. Évidemment, la CNAP étant l'une des plus grandes institutions financières de la ville, le maître d'ouvrage voulait avoir, dans une espèce de panorama qui est plutôt plat, un signal. Donc, la question se posait, comment est-ce qu'on peut dessiner une tour sur un socle sans que ce soit une tour, sans que ce soit la figure connue de la tour plus le socle. Comment est-ce qu'on peut trouver une espèce de figure qui permette de fabriquer en même temps une tour et en même temps un socle? Et c'est là où, quand on étudie le programme, notre terrain est comme ça, nous avons un front bâti qui lui va donner sur le parc. C'est la partie la plus intéressante, sauf qu'il est orienté sud. Donc théoriquement, les bureaux devraient se retourner vers l'arrière pour la partie nord. Donc la partition nord-sud va servir à fabriquer une espèce de bâtiment épais dans lequel l'ensemble des bureaux sont orientés nord. Et là, c'est là où la leçon de Richard Meyer, elle intervient, nous allons poser une espèce de filtre, qui est un espace qui est dédié aux circulations, avec les escaliers, les coursives, qui permettent en même temps que le déplacement à l'intérieur du bâtiment soit un déplacement intéressant, et qu'à chaque fois qu'on bouge dans le bâtiment, on ait une vue sur le parc. Donc c'est ce que je retiens de Meyer, c'est cette idée d'espace filtre et d'espace fonctionnel, on va dire ça comme ça. De ce que j'ai retenu de chez Siriani, c'est cette idée de la figure continue. Il insiste souvent sur cette idée que la figure n'est plus uniquement une juxtaposition de fonctions, mais doit aussi avoir sa propre logique. Et dans ce cas-là précis, on était dans cette configuration. Donc le bâtiment principal, le bâtiment secondaire, et puis ici, au bout, on posait la tour. Ça donnait un dispositif, grossièrement. Donc c'est une espèce d'équerre qui se retourne pour devenir un socle, et qui se retourne pour fabriquer une
double équerre, une verticale, une horizontale. Bien sûr, après, il y a un travail sur les différentes expressions du plan. C'est-à-dire que là, nous allons fabriquer un atrium. Là, nous allons fabriquer une espèce de fente qui relie les deux bâtiments. Nous allons fabriquer quelques volumes qui travaillent un peu avec la rue. Et ça donnait à la fin une espèce de tour. L'agence, le bâtiment, les brisolets qui sont très chers à Richard Meier, d'autant qu'on était au sud, et le petit porche d'entrée qui, quelque part, rappelle un petit peu l'idée de Srifin qu'on a chez nous, mais c'est aussi un marquage de ce que doit être une entrée pour un équipement de cette importance. C'est un peu ça qui fait que ce projet-là, en même temps, il utilise des références, il utilise des dispositifs spatiaux que j'ai beaucoup retrouvés chez Richard Meier, mais il utilise aussi cette fameuse figure continue de l'équerre, une fois horizontale, une fois verticale. Et souvent, dans ce genre de figure, quand on pose son stylo quelque part, il faudrait pouvoir faire l'aller-retour sans discontinuité. Voilà. Intervenir sur le Télémi, c'est se poser sur la fameuse code 100. Comment s'est faite cette rencontre? Cette rencontre s'est faite à l'occasion d'un projet que m'a confié le maire d'Alger Centre, à savoir une toute petite bibliothèque qui se trouve effectivement sur la côte 100. Ici nous avons l'immeuble Pont. Ici nous avons Sainte-Élisabeth. Ça, nous avons le très beau bâtiment d'Emery. Et ici nous avons la petite boucle avec le beau bâtiment de logement qui se trouve là. Et nous sommes quelque part par là. Avec le parc ici. Et nous sommes un peu au-dessus du commissariat. Effectivement, sur cette partie-là, qu'on appelle la côte 100, c'est une côte emblématique pour Alger parce que le Corbu a considéré, ou à juste titre, a tout de suite compris que c'était une ligne de crête qui pouvait donner à lire l'ensemble de la ville d'Alger. Donc on devait aussi avoir quelques immeubles de franchissement qui n'ont pas eu lieu, mais on reste sur cette partie-là du pont de la rue Burdeau avec ce qui se passe à l'arrière. Et donc, sur ce petit terrain-là, nous sommes dans la situation suivante. Juste un petit terrain, ici c'est le commissariat. Ici nous avons un immeuble qui fait à peu près 8 niveaux. Mais cette partie-là est constituée de petites constructions. On rentre comme ça et on repasse ici. De petites constructions, donc on est un peu dans une espèce de village qui est à l'intérieur de la ville. Et en fait, si on fait une coupe ici, on est dans cette situation où on a une petite rue avec une petite maison ou des petits immeubles qui font maximum 2 étages. Ça descend. Et ici, on est sur les premières opérations de promotion immobilière de cette partie, 8 ou 9 niveaux. Et en fait, tout le projet réside dans la gestion de cette double échelle. En même temps, une petite échelle de quartier, et en même temps, l'échelle ville. Bon, le programme n'est pas très compliqué. Nous avons quelques salles de lecture, le terrain est tout petit, quelques salles de lecture. Ici, c'est le commissariat, et ici, nous avons un voisin. Donc, théoriquement, ici, on est enterré, et là, un peu. L'angle qui reste libre, c'est celui-là. Et donc, on va poser tout le dispositif des escaliers, des sanitaires et des éléments de service ici.
Et on va dégager, dans tous les cas de figure, un espace majeur où on va concentrer les activités qui est ouvert sur la ville. Le site indique quelque part la volumétrie du projet. Puisque nous avons une hauteur limite par rapport à la rue, et nous avons ici le raccord à la route ville. Donc, théoriquement, cette enveloppe-là, qui est induite par le travail sur le site, est celle du projet. Après, effectivement, comment ouvrir? C'est là où on a eu l'idée, pour ne pas ouvrir de manière tout à fait standard comme un immeuble de bureau, c'est de fabriquer un signal fort. Ici, nous avons donc dessiné une espèce de mosaïque qui se retourne sur le côté pour faire signer. Et finalement, le bâtiment, lui, c'est un bâtiment de franchissement, exactement comme les bâtiments qu'on a sur Alger, avec une espèce d'entrée sur la petite rue et une sortie sur le parvis en bas. C'est une typologie hyper connue sur les bâtiments d'Alger, surtout sur des terrains qui sont en pente. Et c'est en même temps une espèce de citation pour ancrer cette partie du territoire dans l'histoire de l'architecture des années 50. Et il me paraissait important de me raccorder à cette histoire de l'architecture algéroise parce que je considère que c'est une histoire qu'il faut continuer. C'est comme ça un peu que ce bâtiment, tout petit en taille, est devenu un bâtiment emblématique par son écriture et par sa position dans la ville et aussi par le fait que finalement il a été apprivoisé par l'ensemble des habitants du quartier. Sur la rue Benbourou, tu interviens sur une dent creuse où il n'y a qu'une seule façade. Comment tu gères la singularité du projet tout en assurant la continuité de la façade urbaine? Ah, sur la question, sur la rue Ben Mehdi, effectivement, c'est un sujet sérieux, très sérieux. La question se pose comment passer de la rue d'Islay à la rue Ben Mehdi. C'est pas uniquement en changeant de plaque, mais c'est aussi en changeant de regard sur cette rue-là. Et effectivement, nous avions une toute petite parcelle qui était contenue dans un tissu 19e. Toute petite dent creuse. À laisser quelque part ça descend, donc, le petit bout de projet que nous avions, c'était celui-là. Et effectivement, nous avions uniquement cette façade à travailler. Effectivement, qu'est-ce qui se passe sur ce projet-là? Sur le programme, il n'y avait rien de défini. Donc on avait des espèces de grandes salles, donc il fallait juste positionner les éléments de service. Mais le grand problème qu'on avait, c'était effectivement, c'était de traiter cette paroi-là. La question se posait sur ce qui devait se passer d'ici. Et gérer la continuité entre les bâtiments voisins, en même temps exprimer la singularité du projet, parce qu'en fait, nous avions des salles de lecture, donc nous avons posé des éléments de service à ce niveau-là, l'escalier, les quelques éléments de sanitaire, de locaux techniques, et on a libéré toute cette partie-là, plan libre, pour organiser les fonctions. C'est une espèce d'attitude qui est un petit peu calienne, d'espace servi, d'espace servant. Nous avions posé de grands portiques pour nous permettre d'avoir toute la liberté possible. Et tout le travail va être sur cette espèce de seuil qu'il faut fabriquer entre l'intérieur et l'extérieur. En fait,
si je devais dessiner une coupe, ça, c'est un bâtiment 19e, avec ses balcons, donc il se pose de manière tout à fait simple sur la rue. Arrivé au 18, nous allions donc résoudre cette équation en posant une façade finalement qui va démarrer du plan le plus extérieur au plan le plus intérieur. Et ce que j'appelle moi la façade épaisse, en fait, c'est tout cet espace. Cela va me permettre de poser, d'articuler côté gauche, déjà poser la cage d'escalier, de poser un premier bâtiment, un premier plan, de poser un deuxième plan qui lui est traité de la même manière dans une architecture de percement. Il y a un travail sur une espèce de lévitation qui explique bien que ce sont des bâtiments qui sont réalisés en charpente avec de la brique qui n'est pas porteuse, qui est juste une brique de remplissage. Et ça nous permet dans ce dispositif d'avoir une espèce de scénographie qui est intéressante parce que finalement, ici nous avons 10 mètres jusqu'à la façade en face. Donc l'idée de façade en elle-même n'existe pas. Le bâtiment, il est vécu par déplacement ou par déplacement dans ce sens. Donc le bâtiment, en fait, il est vécu en perspective. Et le projet de campus universitaire d'Elxor et du projet de la wilaya de Schleff, tu insistes sur la notion de territoire. En quoi ça modifie l'approche du projet? Sur des questions comme ça, c'est surtout la notion d'échelle et la notion de site. Nous sommes sur des sites qui sont énormes et nous sommes sur des programmes qui sont très grands. Sur des petits projets comme l'historial, comme la bibliothèque, l'unité de mesure, c'est la salle de lecture, c'est l'escalier, c'est les espaces de service. Sur un campus universitaire, en nous parlant de 8000 places pédagogiques, on est sur 15, 16, 17 000 mètres carrés de plancher. L'unité de mesure ne peut plus être la classe ou le laboratoire. L'unité de mesure va être des éléments un peu plus grands. Et le projet n'a plus à gérer un problème ponctuel de se poser entre deux dénivelés, entre deux côtes, ou de raccorder deux bâtiments, ou de discuter, proposer un dialogue avec un parc. Mais là, nous devons tenir des sites qui sont beaucoup plus grands. Et donc, on est plus dans l'ouvrage d'art. On est plus dans l'ouvrage d'art que dans la petite architecture, même si petit ne veut pas dire pas importante, c'est surtout en termes d'échelle. Sur leur scène, on avait une espèce de colline. Et ici, le petit village de Rsal, qui est un petit village du centre colonial. Donc, si je devais dessiner ce dispositif, on aurait donc le petit village qui est là, quoi, avec des R+2, R+3, et on a derrière et le projet devait s'installer sur cette partie-là. Le terrain présentait une pente assez importante, qui était de l'ordre de 10 ou 15%. Il fallait poser un projet aussi puissant que la colline. Un rapport à la nature se fait de deux manières. On s'y intègre en épousant les courbes de niveau, en posant des bâtiments très fins qui finissent par disparaître, qui essayent de se poser de manière tout à fait douce sur le terrain, ou alors on oppose à cette nature un objet qui lui est d'une puissance telle que le dialogue s'installe entre la nature et l'architecture. Pour ce qui est de projet de l'Oxfam, le programme, même s'il est complexe, ce n'est rien d'autre que des salles, donc des salles de classe, des bureaux, des amphis. En fait, c'est rien d'autre que des espaces qui sont plus ou moins rectangulaires. Il y en a des tonnes, mais ce n'est que ça. Et donc, sur ce dispositif-là, la première idée qu'on a eue, c'est
de poser en proportion une espèce de carré qui lui est subdivisé en éléments de programme. Chaque barre, bien sûr, organisée simplement, contenant des classes, par exemple, contenant des bureaux autour d'une circulation centrale, les éléments de circulation verticale, mais le tout rentrant dans un bâtiment de l'ordre de 18 mètres. La nature allait reprendre ses droits. Et finalement, le projet allait être une espèce d'excroissance géométrique de quelque chose qui est un petit peu intégré dans le végétal. Et l'intérêt aussi pour nous sur ce terrain-là, qui était énorme, c'est finalement de n'occuper qu'au moins de 5 ou 6% de l'ensemble du terrain qui nous était donné. On avait même proposé de pouvoir reposer une deuxième opération sur le même terrain, tout en gardant cette espèce de côté naturel, de côté sauvage de la nature, sans y toucher. Et pour nous, c'est ce dialogue d'un objet puissant sur une nature puissante qui, lui, était intéressant dans ce cas-là précis. Et nous sommes vraiment dans une écriture de territoire, puisqu'il ne s'agit plus d'expliquer la petite salle, la grande salle, les bureaux, mais il s'agissait de poser des espèces de volumes que nous voulions en béton armé. L'idée aussi était d'utiliser des matériaux bruts, les plus artificiels possibles, c'est-à-dire que le béton armé et le verre, d'en faire pratiquement des ouvrages d'art. L'idée aussi, c'était que des entreprises algériennes s'installent en champions de BTP pour fabriquer ce type de bâtiment, qu'on n'a plus fabriqué depuis les grands projets de Niemeyer. Et donc il y avait une démarche en même temps architecturale, en même temps territoriale, mais aussi économique pour essayer de profiter de ces grands programmes pour commencer à poser des logiques constructives qui sont puissantes, organisées autour d'un certain nombre de dispositifs techniques. Étudiant, quelles ont été tes références architecturales? Alors le premier choc, ça a été toujours vers les 2 dernières années, quand on a découvert un peu cette pensée qui était portée par Jacques Derrida, par Eisenman, par un certain nombre d'architectes, qui considérait que la superposition des choses, en fait, était plus intéressante à exprimer que le règlement pacifique des choses. La vie classique, telle que nous l'enseignait Hamidou Guadfel à l'époque, c'était vraiment poser des trames correctes, régler des choses géométriques. Et quand il y avait un souci, on essayait de retrouver toujours une espèce de pacification par une espèce d'urbanisme gentil, quoi, qui est l'urbanisme de la ville 19e. Mais en même temps, vers la fin de l'année 86, on retrouvait des pensées comme celle d'Eisenman, et c'est là où on a commencé à se dire, voilà, ce que je viens de dessiner ici, si ça c'est une matrice, rien n'empêche de poser sur cette matrice une deuxième matrice, et qu'en fait la richesse du projet ou l'intérêt intellectuel de la question, c'est plus d'étudier le choc entre ces deux matrices et la superposition de ces matrices, au lieu d'essayer de les régler de manière très pacifique et très géométrique, comme le faisaient les urbanistes du 19e. Et ce passage de cette figure stable à cette figure dynamique a causé un choc chez moi. Et je suis allé chercher du côté de ces architectes comme Eisenman, comme Richard Meyer, et toute cette école, toute cette tendance de l'architecture néo-moderne qui a fabriqué un petit peu ma conscience. Après, je me suis posé des questions d'architecture, par exemple toujours sur le sujet du projet de diplôme. Comment est-ce qu'on peut faire un bâtiment avec des fenêtres de salle de bain, avec des fenêtres de chambre, avec des fenêtres de séjour? Comment est-ce que tout ça peut avoir une dimension urbaine? Et vraiment, je pensais avoir inventé quelque chose en me disant, et si cette lecture-là était une lecture interne, de second degré, et composée
on posait devant une lecture qui était un peu plus monumentale. Donc qui définissait une forme de première grille. Dans laquelle l'écriture domestique passait en second degré. Et donc on avait ici l'échelle ville et l'échelle domestique. Et j'étais très content d'exposer ça quand il y a une prof qui s'appelle Getty, m'a dit, est-ce que tu connais un architecte qui s'appelle Siriani? Je lui ai dit non. Et après elle m'a dit, va voir Siriani. Et c'est là où j'ai couru à la bibliothèque. Et c'est là où j'ai découvert ce monsieur, déjà son parcours particulier. J'ai découvert ses dessins qui exprimaient en 2D une espèce de troisième dimension qui était parfaitement lisible. J'ai découvert ce bâtiment, c'était le premier de ces bâtiments que j'ai vus. Même qu'en 87, quand j'ai été pour la première fois à Paris, j'ai couru à Saint-Denis pour regarder ce bâtiment. Et c'est là où voilà, j'ai commencé un petit peu à suivre, à comprendre un peu toute cette redécouverte de l'architecture moderne, mais avec un certain nombre d'ingrédients qui sont nouveaux, qui sont le rapport au ciel, le rapport à l'échelle, une forme de monumentalité qui n'était pas très connue, qui n'était pas très pratiquée dans les années 20, une espèce de grossissement de l'échelle pour essayer de fabriquer des bâtiments qui soient en même temps urbains, en même temps dessinés de manière tout à fait rationnelle. Et c'est là où a commencé donc mon histoire de proximité, même à 3000 km avec ce monsieur-là, que je suis très heureux d'inviter à Alger pour fêter avec moi, pour passer en revue mes 25 ans d'exercice à l'ombre de ce grand monsieur.